Cube Radio. Crash for Caleb! Après 6 matchs, quelle équipe devrait viser le premier choix au repêchage plutôt qu'une place en série? Les Dolphins de 72 peuvent maintenant célébrer. Il n'y a plus d'équipe invaincue dans la Ligue après seulement 6 semaines. La revanche des grosses défensives. Parlant des Dolphins, mais ceux de 2023, ils prendront part au match de la semaine dimanche alors qu'ils iront à Philadelphie affronter les Eagles. Ne manquez pas les prédictions de notre expert. D'autres scènes disgracieuses en fin de semaine dans les stades. Est-ce qu'il y a une montée de violence dans la NFL? Les actus de la NFL, les questions du public, la chronique au bar de savantes analyses et beaucoup d'émotions, c'est ce qu'on vous promet dans ce nouvel épisode de la Zone Payante. Bonjour à tous, bienvenue dans la Zone Payante. Mon nom est Jean-Nicolas Gagné, c'est un plaisir de vous retrouver cette semaine. La semaine 7 de la NFL qui débute, le 11e épisode de notre saison numéro 5. Je suis en compagnie de notre expert football du Journal de Québec et de Montréal, Stéphane Cadarette. Salut Steph! Salut Jean-Nic, comment ça va? Ça va très bien, toi-même? Ah, écoute, ça peut pas aller mieux, on a battu les Bears. Comment tu penses que je me sens? Oui! Oui, c'est vrai. Les Mauves qui battent les Bears à domicile, en plus, là, à Chicago. Là. Ça arrive, puis écoute, on peut pas dire que c'est une grande sortez Justin victoire. Fields, en plus, là, peut-être pour de bon. Là. Ouais, Non, c'est ça. pas. Là, va falloir se taper Tyson Bagent. Mais c'est... On prend toutes les victoires, là, mais mettons que c'était pas la plus enrichissante. Bon, ben là, j'aimerais ça que tu me parles un peu de Caleb Williams. Parce que là, je l'ai vu jouer en fin de semaine. Je l'ai pas regardé beaucoup depuis le début de la saison. J'avoue qu'il n'y a pas eu un match incroyable. Il n'est pas tombé sur la meilleure. Fin de semaine. Mais non. Mais tout le monde le voit comme le premier choix au repêchage, le corps arrière le plus talentueux de cette année de repêchage. Là, après 6 matchs, on commence à voir quelles équipes vont peut-être finir dernier, ou en tout cas vont se battre pour la dernière position du repêchage, ou la première position du repêchage. Alors, peux-tu nous présenter rapidement Caleb Williams, puis, une fois parti, quelle équipe, d'après toi, devrait en rêver? Ben, Caleb Williams, c'est drôle, là, comme tu as fait l'intro, il n'a pas connu son meilleur match là, contre Notre Dame, ça a été super tough. Mais ça n'empêche pas que depuis l'an passé, depuis avant même le début de la saison passée, quand il est arrivé à USC, c'était déjà le prospect là, générationnel. On abuse des fois de ce mot-là, moi je trouve, Jean-Nic. Mais quand même, là, on en parle d'un prospect sûr comme le premier choix. Là, dans le genre Trevor Lawrence un peu. Il y a des années qu'on s'estime un peu sur qui devrait être le premier choix. Cette année, ça semble assez clair à moins d'un revirement de situation vraiment monstrueux. Caleb Williams, donc c'est ça. Écoute, le Heisman l'an passé remis au meilleur joueur dans la NCAA. Cette année, il y a déjà 2000 verges en 7 matchs, 23 passes de toucher, 4 interceptions. L'an passé, sa grosse année du Heisman, 42 touchés, 5 interceptions. Tu sais, ça te montre comment il domine. C'est juste des chiffres, mais c'est un gars qui peut à peu près tout faire les types de lancers. Il peut tirer de bien des angles différents. Il est très athlétique, il se déplace bien. C'est pour toutes ces raisons-là qu'il est considéré un peu là, comme une valeur sûre. Puis tu sais, au moment où on se parle, là, c'est une chaude lutte, si on peut dire, pour le premier choix, parce que tu as 6 clubs qui sont soit à 0-6 ou à 1-5. Tu sais, il y a les Panthers, évidemment, qui sont les seuls qui attendent toujours une victoire. Sinon, tu as les Bears, les Broncos, les Cards, les Giants et, surprenant, les Pats quand même. Puis tu regardes, là, qu'est-ce que ça peut représenter Caleb Williams pour ces équipes-là. C'est soit une mine d'or, c'est le sauveur qui est attendu au poste de QB, ou, tu sais, dans le cas des Panthers, exemple, ils viennent de repêcher Bryce Young. Ce serait surprenant qu'ils le dompent après une saison. Dans ce cas-là, tu peux aller te chercher toute une mine d'or par une équipe qui veut absolument le premier choix. Tu sais, je te parlais des Pats. Écoute, est-ce que les Bears pourraient dire on a assez vu de Justin Fields, on veut absolument Caleb Williams? Les Broncos, ben il y a le gros contrat de Russell Williams, mais écoute, des meubles, ça finit toujours que ça se déplace. Russell Wilson, mais est-ce que Denver a son choix au repêchage cette année? Je pense pas, non?
C'est une bonne question, ça c'est vrai. Peut-être qu'ils l'ont pas dans l'échange Russell Wilson, justement. Là, ils n'ont pas fini de payer, je pense. Ou Sean Payton aussi, ils ont donné un premier choix pour Sean Payton. Ouais, c'est ça, ils ont donné un premier puis un 2 pour Sean Payton. Fait que fort possible qu'il n'y ait même pas leur choix. Là. C'est peut-être les Saints qui l'ont. Écoute, bref, il va y avoir un preneur, c'est sûr. Puis si c'est pas le premier qui repêche, ben ce premier-là va l'échanger. Regarde ce que les Panthers ont lancé aux Bears l'an passé pour aller chercher Bryce Young, justement. Là. Écoute, ça, c'est des mines d'or pour les équipes dans ce temps-là. Mais attention, par contre, un dernier point qui est important sur Caleb Williams, Jean-Nic. Est-ce qu'il va être admissible au repêchage? Il est admissible en termes d'années. Il est prêt à être repêché. Il veut choisir son club. Mais voilà, il y a déjà des rumeurs qui disent que le clan Williams, le père entre autres, dit « Écoute, ça marche pas ce repêchage-là. On devrait avoir le droit de choisir où on s'en va. » Puis il y avait une question des auditeurs la semaine passée là-dessus. On s'était rappelé le cas Eli Manning en 2004. C'est pas arrivé depuis ce temps-là. Ça fait quand même presque 20 ans. Mais c'est possible. Là. Il pourrait y avoir un cas comme ça où le joueur dit « Moi, si c'était l'équipe au premier rang, on se déclare pas admissible, tout simplement. » Il va peut-être avoir des tractations. Là. C'est l'élément à surveiller dans son cas. Puis il pourrait aussi dire « Je retourne une 5e année à l'université. » Pourquoi? Parce que maintenant, Jean-Nic, ils ont des deals personnels, les joueurs. Tu peux les payer. Ils pourraient se faire de l'argent maintenant. Là. Ben oui. C'est plus comme dans le temps de Johnny Manziel. Exactement, tu sais, c'est plus en catimini. Lui, il s'est pas fait d'argent. Pauvre gars. Il s'est pas fait de l'argent, c'est sûr. Il s'en est peut-être fait trop. Mais écoute, il y a plus de cachette. Là. Maintenant, avec ce qu'ils appellent les NIL, tu peux aller chercher des deals, tu peux aller chercher de l'argent. Donc, tu n'es plus condamné à dire, ben moi, je sors dans la NFL parce que c'est important que j'aille faire de l'argent et que je gagne ma vie. Il y a ça qui va jouer là, de plus en plus, là, peut-être, sur la longévité de la carrière universitaire des QB. OK. Mais dans ta tête, à part les Panthers, tout le monde va prendre Caleb Williams, incluant Chicago. Là. Oui, je pense que oui. Tu sais, Justin Fields, écoute, il y a encore un potentiel. Moi, je refuse de lancer la serviette si vite, mais il y a des clubs qui l'ont fait avant. Rappelle-toi l'année que les Cards ont repêché Kyler Murray. Ils venaient juste de repêcher Josh Rosen un an avant. Tu sais, fait que c'est pas impossible. Ce serait pas du jamais vu. Une équipe qui abandonne très vite sur son QB. Puis quand on parle d'un prospect de la trempe de Caleb Williams, mais c'est ça aussi. Même la question va peut-être se poser en Caroline. Oui, écoute, Bryce Young qui fait des petits pas dans les dernières semaines, là, on va attendre. Il peut très bien exploser d'ici la fin de la saison. Là, mais écoute, c'est pas impossible qu'on se pose la question. Je viens de te donner l'exemple des Cards qui l'ont fait au bout d'un an. Fait que pourquoi pas? J'aimerais ça que tu me parles un peu de la photo formidable qu'on a vue dans le journal cette semaine, la photo de Saint-Just et de Bergeron qui ont joué un contre l'autre. Tu sais, c'est pas banal quand même. C'est pas la première fois que deux Québécois s'affrontent, mais ça fait toujours du bien de les voir les deux gars souriants à s'échanger leur chandail en fin de match. Ouais, puis écoute, je me demande si le chandail de Saint-Just va faire à Bergeron, par contre. Là. C'est ça mon seul questionnement là-dedans. Non, mais en plus, Saint-Just, il a quand même donné le chandail du match où il a fait sa première interception. Oui, ça vaut de l'or, ça. Ça vaut de l'or. Et écoute, c'était un beau moment. Effectivement, il y a l'interception de Saint-Just là, dans la zone des buts. C'était une belle situation pour réussir une première interception en carrière. T'sais, il fait avorter une potentielle remontée des Falcons. Mais au-delà de ça, tu disais c'est pas la première fois, non, mais ça arrive pas souvent. Moi, de mémoire, c'est seulement la 3e fois que deux Québécois s'affrontent. En 2016, tu avais eu Laurent, lorsqu'il était avec les Chiefs, qui avait affronté le plaqueur des Titans, Mehdi Abdesmad, un gars de Laval. Et puis, en 2021, Laurent, sa deuxième vie avec les Jets, il avait affronté Anthony Auclair avec les Texans dans sa deuxième vie, lui aussi. Mais la différence, je te dirais, Jean-Nic, c'est que l'affrontement, sans dénigrer les autres d'avant, celui de dimanche, les deux gars sont partants. Non seulement sont partants, ils jouent 100% des snaps. Tu sais, tu les vois tout le temps sur le terrain. Là. Benjamin, il joue tous les snaps défensifs de Washington. Même chose pour Matthew avec les Falcons. Je trouve que ça amenait un cachet vraiment spécial à cette rencontre-là. Puis tu sais, j'ai aimé ça. Les deux, après, sur leurs réseaux sociaux, ils ont publié la photo d'NFL Canada où ils échangent leur jersey. Puis ils disent aux fans, en gros, au Québec, vous pouvez continuer de rêver, tout est possible. Tu sais, quand tu penses à ça, un gars comme Bergeron, là, il a joué son football collégial à Thetford Mines.
même pas dans la grosse division collégiale au Québec, même pas en division 1. Écoute, quand tu es un bon talent, il y a des gens qui vont te trouver, il y a des gens qui vont t'élever, puis c'est un peu tout ça là, qu'on a ressassé en fin de semaine. En terminant, Steph, j'aimerais ça que tu me parles des deux équipes qui ont perdu après avoir connu un début de saison parfait. Les Dolphins de 72 peuvent popper le champagne parce que il reste la seule équipe parfaite de l'histoire de la NFL. Au-delà des deux défaites, parce que tu sais, on s'attendait que les deux équipes allaient perdre un jour ou l'autre, là. Mais moi, ce que j'ai retenu, c'est pas là, par exemple. Non, mais ils ont perdu contre des défensives très bonnes, peut-être même dominantes dans le cas des Browns. Fait que est-ce que, je sais pas, là, est-ce qu'on se situe comme la revanche des défenses? Il me semble qu'on parle de l'attaque depuis le début de la saison, mais est-ce que les grosses défensives commencent à émerger, là, d'après toi? Je te dirais qu'on parle de l'attaque pas depuis le début de la saison, depuis le début des années 2010. Là, tous les règlements favorisent l'attaque. Fait que c'est sûr, il y a des records de points, des records de passes, il y a toutes sortes de records qui tombent, mais depuis le début de la saison, effectivement, moi je trouve que la défense prend pas mal le dessus. On a beaucoup de games à bas pointage. Il y en a qui aiment beaucoup, il y en a qui détestent le spectacle. Ça, c'est une question de goût, mais c'est clair que les défenses prennent le dessus. Puis tu parlais des Browns. Ils ont donné 1002 verges en 5 matchs. Pour te donner un aperçu, là, comment ça se compare dans l'histoire, c'est après 5 matchs dans une saison, c'est la 3e meilleure performance de l'histoire. Ça en dit long sur les Browns d'aujourd'hui. Il y a 9 équipes qui donnent moins que 300 verges par match en ce moment. Puis pour te donner une idée, l'an passé, en 2022, j'ai regardé, il y en avait seulement 2 qui donnaient moins de 300 verges par match. C'était les Eagles et les Niners, pour changer, tu sais. Fait qu'il y a vraiment une tendance. 2 équipes qui ont connu un parcours en play-off assez intéressant, merci, d'ailleurs. Ben oui, c'est ça. Fait que je sais pas s'il faut se fier à ça puis déjà consacrer les Browns, là, peut-être pas. Mais tu sais, c'est clair qu'il se passe quelque chose de ce côté-là. Puis les Jets, ben c'est intéressant parce que il y a 3 semaines, un mois, on était nombreux à les condamner quand même, là. Aaron Rodgers était tombé. La défense, après le premier match, n'a pas si bien joué que ça. Là. Après la victoire contre Buffalo en levée de rideau, ça a été un peu plus compliqué. Puis là, ça redevient vraiment une défensive exceptionnelle. Écoute, tu regardes ça, là, Zach Wilson, dans sa carrière, il a gagné 11 matchs maintenant. Puis je regardais, c'est fascinant. Là. 6 de ces 11 matchs-là qu'il a gagné, il a lancé aucune passe de toucher. Écoute, faut le faire. Puis dans 3 mais tu sais autres... ce qui est arrivé là, dans le cas de Zach Wilson, là, c'est qu'il a rencontré la mère de Travis Kelce. Là. On le sait qu'il a un amour pour les mères. Là. Donna Depuis Kelce. ce temps-là, il a mieux joué que Patrick Mahomes. Il a battu Denver, puis il a battu en fin de semaine les Eagles. Fait que, je te dis, c'est un cas de MILF, là, porte-bonheur. Ça doit être ça. Écoute, je vois pas d'autres explications logiques. Là. Moi, non, évidemment. Je vais me rallier à ton argument scientifique. OK, on va se laisser là-dessus pour les actus. Merci. Après la pause, on va y aller avec les prédictions de la semaine, encore cette semaine. On a-tu un match hors territoire cette semaine? Est-ce que les Bucks, je pense, sont à l'étranger, non? Tout le monde est au Bercail cette semaine? On va se contenter de matchs aux États-Unis. Là. Cette semaine, on n'aura pas le match à Londres à 9h le matin. Là. Parfait. On fait une pause, puis après, c'est les prédictions, bougez pas. On est de retour, donc, sur le podcast de la Zone Payante, un podcast de Cube Radio. Mon nom est Jean-Nicolas Gagné, en compagnie de Stéphane Cadorette. Moi, ça a été vraiment une semaine atroce, là. Je sais pas pourquoi je fais des prédictions. Une chance que t'es vraiment l'expert, parce que moi, je suis vraiment le clown de service cette année, là. Je pense que cette semaine... Arrête. Non, mais je vais pas exagérer mes contre-performances, mais cette semaine, je suis 8-15. Ouais, ça arrive au meilleur, ça, Jean-Nic. Moi, ça va bien à date. Je suis content. Ça me fait 11-15 cette semaine. Fait que ça continue très, très bon. bien. 11-15 cette semaine, c'est excellent. Mais je t'invite à t'accrocher. Là. Non, mais pas... Jamais abandonner. Là. Non, je vais continuer de persévérer. C'est pas mon genre d'abandonner. Tu sais ce qui va arriver, hein? Tu sais ce qui va arriver, hein? Tu vas te mettre à prendre des guesses, pas possible. Non. Des surprises à gauche, à droite, puis là, c'est là que tu vas... Non, il est trop tôt.
D'ailleurs, le premier match sur lequel on a à se prononcer, Steph, il est pas facile. Non. Parce qu'on s'en va en Nouvelle-Orléans. Et j'avoue que ce match-là, là, j'ai pas ben de choses intelligentes à dire en plus là-dessus. Là. C'est comme si ces deux équipes, là, je comprends que le jeu au sol, on va y aller, c'est des Jaguars qui sont contre les Saints en Nouvelle-Orléans. J'ai eu un flash. Quand t'as dit j'ai pas de choses intelligentes à dire là-dessus, j'ai repensé à Giants Dolphins. Je suis désolé. Mais... Ça va me dire, ouais, je sais. Mais là, ouais, bon, écoute. J'avoue que les Giants, ils ont donné du fil à retordre aux Bills, là. Ouais. Fait clairement. Mais c'est juste les Dolphins sont trop forts. C'est la preuve que les Dolphins sont plus forts que les Bills. Tu t'es pris une semaine trop tôt, t'es un visionnaire. Exact. Les Jags, donc, s'en vont en Nouvelle-Orléans affronter les Saints, puis... Écoute, les Saints, est-ce que la recette d'Eric Carr jusqu'à maintenant est un succès, on dirait, hein? C'est drôle parce que les Saints sont capables de bouger le ballon en attaque en masse. Là. Ils ont eu 78 jeux la semaine passée. Pas mal de verges. C'est pas un problème. C'est qu'ils arrivent dans le red zone. Il n'y a plus rien qui se passe. Je comprends pas. Là, c'est un problème vraiment pour les Saints cette année. Ça a été le cas la semaine passée contre les Texans. Écoute, les 4 dernières possessions de la game, à part, sauf si je me trompe, sont allées en dedans de la ligne de 30. Sais-tu ce qu'ils ont tiré de ces 4 possessions-là? 3 points. 3 points. Je parle des 4 dernières. Là. Écoute, je peux me tromper, mais il me semble de mon souvenir, à regarder le match, là, je me disais, ça a donc ben pas de bon sens. Ils se tirent dans le pied. Puis c'est un problème qui est récurrent cette saison. Là. Je pense qu'ils sont comme 30e en termes de pourcentage de touchés dans la zone payante, donc à l'intérieur de la ligne de 20. Et je me dis, un jour ou l'autre, ça peut pas se maintenir, ça va se corriger, ça se peut pas. Pourquoi l'attaque fonctionne bien en dedans des lignes de 20, puis après ça, il n'y a plus rien qui se passe? C'est un mystère pour moi. Est-ce que ça va être cette semaine? C'est un match à la maison, mais je pense que les Jaguars sont sur un bel air d'aller, puis ce que j'aime des Jaguars, c'est que c'est pas juste l'attaque. La défense qui a forcé 15 revirements déjà cette saison. Là, c'est une défense opportuniste qui peut frapper au bon moment. Ils en ont forcé au moins 2 dans 5 de leurs 6 derniers matchs. Là, fait que c'est récurrent. C'est pas une affaire qui est arrivée puis il y a eu un match de 6 revirements puis ça gonfle leurs statistiques. C'est assez constant leur affaire. Je vais y aller avec eux. C'est sûr qu'il y a une inquiétude concernant la présence de Trevor Lawrence. Au moment où on enregistre, là, il y a une incertitude, mais lui-même a dit qu'il avait confiance de jouer, qu'il se sentait mieux que prévu après sa blessure à une jambe. Je vais miser sur le fait qu'il joue, parce que sinon, ça va être moins drôle avec CJ Beathard. OK. Moi, je vais y aller aussi avec les Jags, parce que le jeu au sol fonctionne bien. Puis, tant que Travis Etienne peut réussir à gagner sans verges puis faire des touchés... Je pense que les Jags ont une bonne recette. Ils vont battre les Saints à domicile. On se donne pas l'astérisque là, pour celle-là. Hein? On se donne pas l'astérisque Trevor Lawrence. Là, on ira pas jusque-là. On va être correct. CJ Beathard. On va être correct. Je vais te lire dans le journal là, samedi. Puis anyway, il va jouer Trevor Lawrence. Ouais, je pense que oui. On s'en va en Floride. Les Bucks, eux autres aussi. Écoute, il y a une couple de QB qui sont sortis à mocher de la fin de semaine. Puis, si ma mémoire est bonne, Mayfield en fait partie. Affronte les Falcons. Est-ce qu'ils ont besoin de Mayfield pour battre les Falcons? Buccaneers favori par 2.5. Ça aiderait parce que sinon, tu t'en remets à Kyle Trask qui serait à son premier départ. Mais je vois pas d'indication là, vraiment comme quoi il jouerait pas. Mais on est quand même tôt dans la semaine. Là. Puis écoute, le corps arrière qui est plus à surveiller dans ce cas-là, tant qu'à moi, c'est pas Mayfield et ou Kyle Trask, c'est Desmond Ridder qui continue de s'autodétruire. Il y a eu une bonne performance la semaine passée, puis là, c'est comme s'il s'était dit « OK, là, j'ai catché, je peux prendre des risques, je peux jouer avec le feu, puis j'ai le bras pour m'en sortir. » Non, 3 revirements encore une fois. Puis Desmond Ridder, écoute, la seule chose qui est pire que Desmond Ridder, c'est Desmond Ridder sur la route. Il est 0-4 en ce moment dans sa carrière sur la route. Puis dehors de ces 4 départs-là, ben, les Falcons ont inscrit seulement 10 points. C'est vraiment problématique. Mais c'est quoi qu'ils ont? Qui y a d'autre après Desmond Ridder? Tu peux pas connaître son backup. Il finit toujours par jouer, Jean-Nic. Il finit toujours par se faufiler sur le terrain. Et voilà, Tyler C'est vrai!
Hein, oui, il va ressusciter vrai, probablement. Ça serait bon, là. Ben, tu sais, moi, je pense que les Falcons sont rendus là bientôt parce que je comprends. Ils sont en course, là, puis ils sont dans une division prenable au bout, là. Exactement mon point, tu sais, c'est que tu te dis, il y a un côté que je me dis, ben, Desmond Ridder est jeune, donne-y de l'expérience, c'est trop vite pour lancer la serviette, je comprends, mais dans la division où ils sont, écoute, il n'y a pas une équipe qui a 4 victoires dans cette division-là. C'est la seule division de la NFL qui n'a pas une équipe avec au moins 4 victoires. Tôt ou tard, là, tu peux pas te permettre des folies. Il va falloir que tu t'en remettes aux jeunes vétérans. Fait que cette semaine, Ridder devrait être encore en poste, là, mais c'est à surveiller. Je vais y aller avec les Buccaneers. Encore une mauvaise performance probablement des Falcons sur la route. Fâchant, moi aussi, je vais aller avec les Bucks un peu pour les raisons que tu as dit. Là. J'ai pas confiance en Desmond Ridder, puis quand t'as pas confiance au QB, tu fais pas long chemin. Les Bears, eux, ils ont-tu confiance en leur QB? Ils affrontent... Écoute, ça va pas bien non plus à Vegas pour les QB, là. Est-ce qu'il va affronter Jimmy Garoppolo? Est-ce qu'il va affronter Brian Hoyer? Est-ce qu'ils vont affronter le jeune Aidan O'Connell? Ouais. Mais je pense que ça va être... Écoute, ça va être Brian Hoyer ou Garoppolo. Il semblerait que c'est pas si mal, là, Garoppolo. C'est quand même positif malgré tout, mais il a été tellement dans la douleur avec sa blessure au dos la semaine passée que je serais surpris là, qu'il joue cette semaine. Mais de l'autre côté, c'est la même affaire. Hein? Les Bears, Justin Fields. T'avais raison, Jean-Nic, de parler de plusieurs QB maganés. Là. Justin Fields, lui, on parle d'une dislocation du pouce. Lui, c'est à peu près sûr et certain qu'il va être absent. Donc, ce serait Tyson Bagent qui prendrait le relais. Puis lui, c'est drôle parce que c'est un gars de Division 2. On voit pas ça souvent, des corps arrière de Division 2 dans la NFL. T'sais, c'est un gars de l'université Shepherd. Je peux même pas te dire c'est où. Des montagnes? Ouais, probablement, là, un berger. Voilà. Écoute, je sais pas à quel point il peut connaître du succès. Il a pas été si mauvais contre les Vikings, là, mais écoute, là, t'arrives, t'es partant, l'autre équipe a un peu de vidéo sur toi. Ça risque d'être beaucoup plus difficile, surtout que tu vas avoir Max Crosby dans ta face tout le temps. Je peux pas faire autrement. On s'entend que c'est Crosby qui a gagné la game dimanche, là. Ben, ça fait 2 semaines en ligne qu'il fait des gros jeux là, en fin de match. C'est un peu ça, Max Crosby. Fait que les Raiders, moi, j'y vais avec eux, que ce soit Jimmy G ou Brian Hoyer ou Aidan O'Connell, là, ça va être les Raiders. Pas d'astérisque, encore une fois. Pas d'astérisque pour moi non plus. Ils m'ont pas convaincu, les Raiders, par exemple. J'ai regardé le match, là. Écoute, ça a été serré jusqu'à la fin. Les Pats auraient pu s'en sortir, mais les Pats sont tellement mauvais qu'ils ont réussi à perdre contre les Raiders, mais... Pensais-tu qu'on dirait ça un jour de notre vivant, Jean-Nic? Les Pats étaient assez poches pour laisser les games, ouais. C'est incroyable. Pense-y 2 minutes. Ça fait 20 ans qu'on capote tellement qu'ils trouvent toujours une façon de gagner. C'est incroyable de dire ça. Là. Arrête-toi à ça 2 secondes. Là, pis... Ouais, mais... Tu sais, à un moment donné, la roue tourne. Là, je parle avec... Tu sais, il y a plusieurs types de partisans des Pats. Là. Tu sais, il y a les crinqués un peu baveux, puis il y a ceux qui se rappellent de Drew Bledsoe, mettons, là. Ouais. Puis eux, mais sont un peu dans un mode normal de se dire, bon, ben là, tu sais, on a eu vraiment un grand cycle de chance. Ouais. Puis là, ben, faut déjà... On a pensé que Mac Jones était une solution, puis... Il arrive peut-être qu'il aurait été dans un autre contexte, mais on peut pas remplacer Brady du jour au lendemain. Ouais, en ce moment, c'est plus une solution pour les autres équipes. Là. Ouais. Ouf, que c'est pas OK, beau. 2 autres équipes où il y a de l'incertitude au poste de corps arrière. Ben, en tout cas, une dont il y a une certitude malheureuse, et l'autre, on se demande si ça y tente de jouer. Les Browns, avec Deshaun Watson, qui... Écoute, qu'est-ce qu'il fait, Watson? On ne sait pas. Contre les Colts, eux ont sans doute perdu leur corps arrière pour la saison. Et ça, c'est plate. Ça, c'est plate. Parce qu'Anthony Richardson, il connaissait un bon début de carrière, il se développait bien. Puis 2, tout le long du repêchage, là, lui, ce qu'on disait de lui, c'est il n'y a pas beaucoup d'expérience comme partant avec l'Université Florida. Il va falloir qu'il obtienne beaucoup de répétitions pour qu'on chasse un peu le manque flagrant d'expérience. Puis Là, il se blesse. Il va rater une saison à peu près complète. Tu sais, c'est vraiment un gros projet, ce gars-là. Je te dis pas que sa carrière est finie, là, pas pantoute, mais
tu voulais vraiment qu'il y ait beaucoup, beaucoup de répétitions cette année, là, pour qu'ils prennent du galon. Puis là, ça sera pas le cas. C'est pas mal moins drôle. Là. Deshaun Watson, ben effectivement, là, ça devient mystérieux. Une semaine, il est éclairé par les médecins, il va jouer. Là, finalement, il n'a pas joué. C'est une question de tolérance à la douleur. C'est un peu mystérieux tout ça. Mais écoute, c'est la thématique de la semaine, là, l'incertitude chez les corps arrière. On dirait que chaque match, c'est ça qu'on dit. Je prends les Browns de toute façon. Je crois vraiment en leur défense. C'est sûr qu'ils ne joueront pas dans les conditions misérables de Cleveland. Ça fait 2-3 fois qu'il y a de la boîte cette année, puis de la pluie. Là, ça va être dans ça le dôme d'Indianapolis. Oui, c'est sûr que ça les aide. Là. Mais je fais pas nécessairement confiance en Gardner Minshew. On en parlait comme d'un très bon suppléant là, dans les dernières années, mais là, il y a beaucoup de revirements cette année. Ouais. Oui. Browns de mon côté. OK. Browns aussi, trop d'incertitudes. Indianapolis a quand même une bonne défensive là, cette année. Là. Moi, je suis quand même surpris de leur... Écoute, les Colts sont 3-3. Si tu m'avais dit ça au début de l'année, je t'aurais dit que t'achètes. 3-3 pour les Colts, moi, je pourrais dire que c'est assez inattendu. Ouais. Fait que, mais je vais y aller avec les Browns. Je pense qu'ils sont meilleurs quand même. Les Giants sortent d'une belle performance. Ouais. Quasiment un vol, là, par ailleurs. Là. Je sais pas, on peut en parler 5 secondes, là, mais le dernier jeu du match sur Waller, à mon avis, c'est un flag évident. L'arbitre était de côté du mauvais bord, que le chandail était tiré, mais... Ouais, effectivement que ça aurait pu aller de l'autre côté. Ça, c'est certain. Les Giants, ils ont juste raté trop d'occasions, mais... Tu vois, ce genre de match-là contre les Commanders, c'est le genre de match qu'ils sont capables d'aller chercher. Moi, j'ai hésité longtemps. Match à New York, les Commanders sont favoris par 1.5. Tu sais, c'est pas une grande confiance des preneurs au livre, on le voit. Là, ce qui me fait pencher quand même du côté des Commanders, c'est leur ligne défensive. Quand je regarde le désastre que c'est, la ligne à l'attaque des Giants, je peux tout simplement pas leur faire confiance. Il s'en est bien sorti, là. Ouais, Tyrod Taylor, c'est correct, tu sais, je veux dire, c'est un... Non, mais ce que je veux dire, c'est que la ligne offensive, c'est pas elle qui a perdu le match. Elle a pas donné une 8-9 sacs, là, comme Daniel Jones. Ça a pas été là, la performance comme la semaine d'avant, les Giants, là, c'est sûr que c'était pas aussi pathétique. Mais par contre, la pression vient vite là, contre Washington. T'sais, ça peut venir de l'intérieur avec Jonathan Allen comme Darren Payne. Ça peut venir de l'extérieur avec Sweat ou Chase Young. Je sais ce qui me fait pencher du côté des Commanders, mais je te dirais qu'au début, je me disais c'est le genre de match que les Giants sont capables d'aller chercher. Je les favorisais, j'ai rechangé ça. Ouais. Je vais vivre avec mon deuxième choix. Commanders. Ben moi, les Giants là sont sur une lancée. Je leur souhaite de gagner le match tellement que je vais les prendre cette semaine. Victoire des Giants. Good. Détroit. 5-1, Détroit. Ouais. It's good to be a Lion fan. Ouais, hey, ça fait longtemps, ça, qu'ils n'ont pas pu dire ça. It's good to be a Lion fan. Ouais, mais les Ravens sont favoris par 3 à Baltimore contre les Lions. Les Lions qui sont à santé. Jared Goff qui a joué une très belle partie en fin de semaine. Est-ce que ça t'étonne que les Ravens soient favoris à domicile? Ben, je pense que c'est juste le fait qu'ils sont à domicile, justement. C'est souvent très difficile d'aller gagner dans ces places-là. Les Lions, d'ailleurs, dans leur histoire, qui n'ont jamais gagné à Baltimore, je comprends que c'est pas... c'est pas des rivaux de division, c'est pas comme s'ils se pognent à chaque année. Là. Non, je sais bien, mais tu sais, c'est les Jets là, qui ont battu les Eagles pour la première fois de leur vie cette année. Ouais, c'est ça, c'était quand même assez spécial. Ouais. Puis là, les Lions, ils n'ont jamais gagné en 3 matchs à Baltimore. Puis à chaque fois, ça, c'est drôle quand même. Parce que ils ont perdu en moyenne par 26 points à chaque fois. Fait que, tu sais, mais c'est pas les bons Barry Sanders Lions, a peut-être jamais joué à Baltimore, là. Non, tu sais, c'est ça, là. Mais c'est pas les bons vieux Lions non plus. Jared Goff, tu sais, t'en parlais, tu dis, il a joué un bon match. Faut arrêter, là. C'est pas un bon match. Ça fait 1 an là, qu'il est vraiment solide. Il a connu un début de saison difficile l'an passé. Puis depuis la mi-saison dernière, t'as raison. Là, c'est vraiment mais je disais pas ça en diminuant ses anciens matchs, mais je dis juste qu'il joue bien encore, là. Oui, vraiment. Là, ça peut être tough parce que regarde, les Ravens sont 2e contre la passe.
il donne 163 verges par match. Mais quand je vois ça, moi, je me dis toujours, OK, comment une équipe peut être si forte contre la passe? Puis ça, c'est ma nature à toujours me poser des questions, peut-être, là, mais je suis allé voir qui ont affronté comme corps arrière jusqu'à maintenant. OK, on va juste faire un petit décompte, rapide. C.J. Stroud, qui en était à son premier match dans la NFL. Dorian Thompson-Robinson, qui a été catapulté comme partant des Browns, qui n'avait jamais joué dans la NFL non plus. Kenny Pickett, qui en arrache. Gardner Minshew. Joe Burrow sur une seule patte au début de l'année. Puis Ryan Tannehill, qui s'est blessé la semaine passée, ça a été un combo Ryan Tannehill-Malik Willis. Des fois, ceci explique cela. Faut faire attention, c'est une bonne défense, les Ravens, mais je pense que c'est clairement le meilleur test là, qu'ils ont à ce jour, les Lions. Fait que je vais y aller avec la continuité chez les Lions, une autre victoire. Moi, je suis quand même assez confiant que les Ravens vont gagner ce match-là. Je t'ai même pas fait douter, là. Non, parce que... Écoute, les Lions, je trouve que leur football est pas propre encore, là, tu sais. Ils jouent bien, mais ils seront pas capables de... Tu sais, un match serré contre les Ravens, je vais y aller avec les Ravens, j'ai l'impression que ça va être serré. Je checkais les matchs à venir pour les Pats, là. Ça commence en fin de semaine, ils sont négligés par 8.5 contre les Bills. Mm-hmm. Puis ils ont une séquence assez tough qui s'en vient, puis ils sont 1-6. Qu'est-ce que tu penses de ce match-là? Ben ça peut être un match piège pour les Bills. Ils jouent pas bien tant que ça. Là. Ils jouent pas bien. C'est le seul piège qu'il y a là-dedans, je te le concède. Ils jouent pas bien. Regarde, il avait inscrit au moins 37 points dans 3 matchs de suite. Moi, je me disais, ça y est, on a reparti la machine chez les Bills. C'est recommencé. Puis là, les 2 derniers, 20 points ou moins. Le problème se répète du côté de Buffalo. Moi, je trouve que pas assez de courses. Puis dans le jeu aérien, Stephon Diggs, qui est clairement trop le gars qui est ciblé jeu après jeu après jeu, c'est correct, c'est un excellent receveur de passe, j'y enlève rien, mais il faut qu'il y ait d'autres options. Tu regardes dans le dernier match, Stephon Diggs a été ciblé, je te dis pas des réceptions, mais ciblé par le corps arrière Josh Allen 16 fois. Tous les autres receveurs réunis, 12 fois. T'sais, c'est clair qu'il y a un manque à quelque part, il n'est pas assez bien appuyé, ou Josh Allen regarde trop vers lui. Donc ça me fait peur. Puis après, je me ramène sur terre puis je me dis non, c'est les Patriots de l'autre côté, ça va tellement pas bien. C'est pas les Patriots qu'on a connus. Là. Non seulement ils font pas de points, ils commettent une tonne de revirements, ils ne provoquent pas de revirements. C'est le pire différentiel dans la ligue au niveau des revirements, les Patriots. J'aurais jamais pensé dire ça non plus. Fait que j'ai pas le choix de favoriser les Bills. Même s'ils jouent pas très bien, ils jouent pas aussi mal que les Pats. T'étais-tu surpris que Mac Jones joue toute la game en fin de semaine? Ben là, ça commençait à être une habitude qu'ils finissent sur le banc. Puis c'est drôle parce qu'on parle beaucoup là, de il pourrait remettre Bailey Zappi, il avait bien joué l'an passé dans un bref échantillon. Puis le backup maintenant, c'est même plus lui. C'est Greer. C'est Malik Cunningham. Hein? C'est pas Greer qui sont allés chercher? Hein? Non, Greer a été le corps arrière d'urgence la semaine passée, donc le 3e. Ce serait Malik Cunningham s'il devait embarquer, donc je sais pas ce qui va arriver avec ça. Depuis la semaine passée, on chuchote là, du côté de la Nouvelle-Angleterre que Mac Jones serait sur un short leash. Short leash? Eh boy, ça veut dire ça qu'on lui donnera pas beaucoup de cordes. Regarde. Ça murmure tellement partout de ce côté-là qu'on finit par l'entendre. Il y a même Teddy Bruschi là, qui pense que c'est la dernière année de Bill Belichick, puis ah ouais donc, là. Tu sais, Teddy Bruschi, c'est un des héros de la culture des Patriots, du Patriot Way, de Bill Belichick. Puis penses-tu que Bill est même les anciens sortent? Ouais, il a dû l'appeler. Ben, tu sais, là, les gars qui disent qu'ils regardent pas une nouvelle puis c'est juste du bruit, là, d'après moi, celui-là, Bill, il l'a entendu. Ils disent tout ça. C'est sûr qu'ils sont au courant de tout ce qui se dit. Là. OK, moi aussi, je vais avec les Bills. Tout ça pour dire que je vais avec les Bills. Ouais, moi aussi, on chicanera pas une longue histoire, celle-là. Ouais. Les Seahawks, Gino, il avait la chance de gagner en fin de semaine, il l'a pas prise. Mm-hmm. Est-ce qu'ils vont battre les Cards cette semaine? Ils sont favoris par un touché.
Oui, ils vont battre les Cards. Les Cards, moi, je trouve qu'ils sont redevenus à peu près ce qu'on pensait d'eux. Tu sais, il y a eu quelques soubresauts en début d'année, puis on s'est dit, hop, on sait pas, Josh Dobbs. La défense joue un petit peu mieux qu'on pensait, mais non, là, tu sais, finalement, c'est vraiment, vraiment pas facile en défense. Je te donne une idée, là, je checkais leurs 3 derniers matchs. Ils ont donné 148 verges à Brandon Ayuk, ils ont donné 192 verges à Ja'Marr Chase, puis ils ont donné 148 verges à Cooper Kupp. Qu'est-ce que tu penses qu'en ce moment, DK Metcalf, il se dit, là, tu sais? C'est la semaine pour l'habiller, là, si tu l'as d'un pool. Ça va être difficile pour les Cards. Victoire des Cards, moi aussi. On s'en va... Non, des Seahawks. Victoire des Seahawks, oui, excuse-moi. Oui, victoire des Seahawks, attention, évidemment. Parce que notre ami Thomas non, de il y a Bordeaux, les oreilles fines, notre ami de Bordeaux. Oui, il fait bien de te surveiller comme ça. Oui, les Seattle Seahawks, d'accord? Allez. On s'en va à Los Angeles, au SoFi Stadium. Est-ce que les Rams, dans leur saison en dents de scie, pourront battre les Steelers qui reviennent d'un bail? Je suis pas fou, là? Oui, c'est exactement ça. Puis, écoute, Mike Tomlin, les Steelers, quand ils reviennent d'un bail, ils sont 12-4. Non, je savais que t'allais m'amener avec une stat de même, mais est-ce qu'il est 12-4 avec un corps arrière et des petites mains qui lancent tout croche? Ouais, c'est excellent, ça. Il y a un autre stat, par contre. Il y a toujours une stat pour amener le point que tu veux. C'est que Mike Tomlin, sur la côte ouest, puisque ça va se passer à LA, comme tu disais, 3-7 sur la côte ouest. Fait que là, écoute, il y a toutes sortes de choses. Tu peux faire dire ce que tu veux. Les Steelers, tu sais, ils mettent beaucoup de pression. Ça, c'est sûr que ça joue pour eux. Mais d'un autre côté, quand la pression ne se rend pas au corps arrière, ils donnent beaucoup de verges par la passe. J'ai l'impression, moi, que Sean McVay va concocter un plan de match offensif où ça va être de courtes passes, on décoche rapidement. Il ne s'estinera pas avec sa ligne à l'attaque, qui est plutôt faible, plutôt jeune cette année. Je vais y aller avec les Rams dans cette rencontre-là. Est-ce que Aaron Donald est encore le meilleur joueur en défensive des Rams? Des Rams, oui. Mais c'est plus le Aaron Donald. Mais ils ont-tu une défensive, les Rams? Ben écoute, quand tu as une équipe qui présente une fiche de 3-3, c'est une défensive. C'est pas ce qu'on a vu là, dans les dernières années. Ils ont liquidé tellement de joueurs, Jean-Nic, ça peut pas être pareil. Mais moi, je vois pas de jeu, tu sais... je sais pas. Là, dans le spirit que les défensives vont gagner des matchs, là, je pense que la défensive des Steelers vont gagner ce match-là. Victoire des Steelers. On s'en va à Kansas City. Est-ce que Taylor Swift... Est-ce qu'elle sera à KC en fin de semaine pour voir sa frec? Tu sais ce que c'est une frec? Non, je t'écoute. Moi, j'ai des filles de 14 ans, fait que j'apprends des mots de jeunes ados. Mm-hmm. Une frec, c'est comme une fréquentation. Là. Fait que, mettons une frec, ouais, ok. Ouais, fait que c'est sa frec. OK. Donc, la frec de Travis Kelce, Taylor Swift, est-ce qu'on prend la clause si elle est à Casey gagne, puis si elle n'est pas là, ils perdent, non? Pas de... Non, pas de clause. Pas de clause, Travis. Là, tant qu'à être dans les affaires d'ado, est-ce que Taylor Swift et Brittany Mahomes, la femme de Patrick, c'est des BFF? I think they are. Là, tu sais qu'on est en train de même pas parler d'un match qui est très sérieux quand même entre deux rivaux de division. C'est vrai. Et les Chargers vont les affronter 2 fois, les Chiefs, dans quelques semaines. Ouais. Les Chargers, on parlait d'une équipe qui ont des cédules tough, là, qui s'en viennent, là. Les Chargers, c'en est une équipe, là, qu'il va falloir qu'ils gagnent des matchs contre des équipes qui sont dans les séries, là. Ouais, Est-ce que ça va être en fin de semaine? Il y en avait les Chiefs sont favoris par 5.5. Je pense qu'ils auraient dû remporter celui contre les Cowboys, mais ils l'ont pas fait. Là, les Chiefs, écoute... Moi, je mise plus contre eux. Ils sont 27-4 depuis que Patrick Mahomes est le corps arrière dans les matchs intra-division. Je m'en fous. Le jour qu'ils vont perdre, je vais me dire c'est pas grave pour toutes les fois qu'ils gagnent. Je suis mieux d'être du côté des gagnants plus souvent. Ils perdent pas dans leur division. C'est aussi simple que ça. Écoute, ils ont battu les Chargers à leurs 3 derniers matchs. Les 3 fois avec 30 points en moyenne.
C'est des matchs toujours serrés, par contre les Chargers. T'sais, c'est tout le temps un touché ou moins. C'est des bombardements en règle de part et d'autre. Je pense que les Chargers vont rivaliser, ils vont être dans le coup, mais je suis juste incapable de miser contre les Chiefs dans des matchs de division. Je le fais pas. Puis l'aspect qui me fait favoriser les Chiefs, ça pourrait être Mahomes, ça pourrait être Travis Kelce, ça pourrait être Taylor Swift, ça pourrait être Donna Kelce. Mais c'est leur défense, étrangement. Là. Cette année, moi, je suis fasciné. Ils donnent 14,7 points par match. Il y a une équipe seulement dans la ligue qui fait mieux qu'eux. C'est legit, là, leur défense. Ça fait quand même 1 an ou 2 que c'est beaucoup mieux. Rappelle-toi, au début de Mahomes, il fallait qu'il fasse tout par lui-même. Les Chiefs l'ont bien entouré. Ils ont repêché bien en défense là, dans les dernières années. Des gars comme Trent McDuffie, des gars comme Nick Bolton, le secondaire. Ils ont une jeune tertiaire assez efficace. Je pense que c'est ça qui va faire pencher la balance de leur côté. Désolé, là, les Chargers s'en viennent contre les Bears, les Jets, fait que c'est pas si mal là, leur horaire pour les prochaines semaines. J'ai confondu. Bon, mais je vais prendre les Chiefs, moi aussi. Je pense que les Chargers vont se reprendre contre les Bears, clairement. On s'en va à Denver. Ouf. Broncos Country. Let's ride. Hey, ça faisait un bout. Tu sais, là, il commence à avoir toutes sortes de chiffres qui circulent sur les internets là, pour montrer que Russell Wilson n'a pas de mauvaise saison. On le sait, là, il n'y a pas de mauvaise saison, puis on le sait que c'est pas sa faute, là, cette année, tant que ça, là. Mais ils perdent pareil. Oui. Ils perdent. Les Packers favoris par 1,5. Là. On s'entend que les Packers, là, l'expérience Jordan Love, là, c'est coup-ci, coup-ça aussi. C'est ça. Fait que c'est pas si facile que ça. Tu sais, les Broncos qui ont donné un peu signe de vie en défense quand même jeudi passé contre les Chiefs, ils ont tenu à quoi 19 points? Ouais. Est-ce que c'est signe de... Ouais, est-ce que c'est signe d'une meilleure chose à venir ou c'est simplement une erreur de parcours? Jeudi, moi, c'est comme si je les compte pas comme échantillon raison. Quasiment des fois. Tu fais bien parce que c'est tout croche souvent. C'est un peu n'importe quoi. C'est rarement les meilleurs matchs de la semaine. Pour toutes ces raisons, je vais favoriser les Packers. Écoute, les Broncos, c'est bizarre. Quand l'attaque marche, la défense s'effoire. Quand la défense finit par marcher contre les Chiefs, l'attaque n'est pas capable de rien faire. Il n'y a rien qui arrive en même temps. L'équipe est mal organisée. Packers. Moi, j'ai pris les Broncos trop souvent cette année. Je les répète toutes les fois. Je les ai pris dans mon Survivor contre les Jets. Ils ont perdu. Je me suis fait une promesse cette année. Je ne prends plus pour les Broncos. Bon. Alors, write it down. C'est terminé, les Broncos, cette année. Même s'ils jouent contre Caroline, je vais prendre Caroline, les Broncos. C'est barré. Victoire des Packers. Là, t'es conscient que t'es enregistré. Là. Tu peux plus revirer. Là. Je vais m'assumer. C'est parfait. Match de la semaine. Entre moi et mon ami Mario. Je pense qu'on le regardera même pas ensemble. Mario est du monde. Vous allez vous tirer les cheveux comme un combat de lutte féminin. Là, selon Mario, là, les Eagles, ils ont. Là, les Eagles, eux, ils ont une cédule qui s'en vient difficile. Là. Eh oui. Je vais aller la chercher, là. Mais eux, ils s'enlignent vers toute une mi-saison. Puis, d'après lui, après la défaite de cette semaine contre les Jets, ça va faire en sorte qu'ils vont être 6-7. 6 victoires, 7 défaites dans 6 matchs. Lui, il va perdre tous les prochains matchs. Écoute ça. Dolphins, Washington, qui ont un peu le numéro des Eagles, Cowboys, Chiefs, Bills, 49ers, Cowboys. OK, c'est sûr, mais la façon que tu as décrit... c'est... Après, c'est Seahawks, c'est pas un slam dunk non plus. C'est Mario, ton ami, que tu dis? Ouais. Ton ami Mario, puis toi, quand vous faites des... Ah, c'est Monsieur Dumont, Mario Dumont. Quand vous faites des matchs ensemble, ça doit pas être des soirées de mise en valeur de l'optimisme. Exactement. En fait, là, je te dis, quand on écoute un match, mettons qu'on écoute un match ensemble, Dolphins, Eagles, on fait juste chialer contre notre équipe tout le long. OK. Puis le match fini, une des deux équipes a gagné,
Puis la personne qui est le plus déçue, souvent, c'est le gars que son équipe a gagné. Ça, c'est la misère des riches, hein? 2 clubs à 5-1, puis ça se plaint. Non, là, j'avoue que cette année, je peux moins me plaindre, là, mais là, cette semaine... Écoute, les Dolphins, là, ils sont 5-1, mais ils ont gagné contre des équipes dont leur total de victoires et défaites, c'est 4-22. Mm-hmm. Fait que, tu sais, on s'entend qu'ils ont gagné contre des équipes... Ils ont gagné leur match, puis ça, là, tu sais, c'est pas Steven Ross qui fait la cédule, là. Je veux dire, on leur donne des matchs à jouer, ils gagnent. Good for them. Mais là, c'est ça, là. Tu sais, après Buffalo, c'est leur premier test. À Buffalo, ils l'ont échoué. Puis là, ben, on s'en va contre une équipe qui a une fiche gagnante. C'est la deuxième équipe qui a une fiche gagnante qu'on affronte. Mm-hmm. Est-ce que ça va être suffisant? Je te surprendre, mon Steph. Vas-y. Va te surprendre. Je pense que les Dolphins vont gagner. Il va y avoir Connor Williams qui va revenir aussi. Ouais. Je pense que tu sais que moi ce qui m'inquiète des Eagles, là, c'est que leur attaque, ça va mal. Ça va plus mal qu'on pense. Mm-hmm. Ils ont pas. Là, ils viennent d'aller chercher Julio Jones. Mais c'était qui leur troisième receveur de passe? Ouais, mais même à ça, là. Julio Jones. Non, mais il y avait 2 receveurs de passe. Il pitch à A.J. Brown ou Devontae Smith, qui a joué comme un pied, d'ailleurs. Tu sais, je sais pas si tu as vu sa réaction par rapport au ballon qui a échappé. Mais Devontae Smith, c'est coup-ci, coup-ça. A.J. Brown, puis t'as Goddard là, qui joue pas non plus très bien. Mais ajoute à ça Jalen Hurts là, qui a un début de saison comme... C'est comme, je sais pas c'est quoi son mindset, là, mais on dirait que c'est pas le bon Jalen Hurts, là. 7 interceptions cette année. Il en a lancé 6 toute la saison passée. Fait que, tu sais, on dirait que c'est pas le bon Jalen Hurts, là. On le connaît un peu, là, tu sais, lui, là, que le mindset est moins bon. Pas le receveur de passe. Un jeu au sol. Des matchs, ça a fonctionné. Je pense que les Dolphins vont gagner. Les Eagles sont favoris par 1.5 à domicile. Je pense que les Dolphins vont gagner, mais c'est vraiment parce que les Eagles sont pas capables de suivre à l'attaque une équipe comme les Dolphins. Tu sais, les Dolphins, d'imaginer qu'ils vont faire en bas de 23, 24 points, c'est difficile, là, tu sais, en ce moment, là. Fait que s'ils font plus que 24 points, c'est drôle, j'ai l'impression que les Eagles les suivront pas. Ouais. Victoire des Dolphins, mon cher, je suis un homme nouveau, là. Ben, t'es transformé, ça fait 2 semaines de suite que tu les prends. Je me reconnais plus. Je suis sur le bord de sortir mon chandail de toi puis le mettre. Il est encore dans mon garde-robe. Il est pas sorti encore. Il va falloir que tu fasses le pas. Je pense que c'est... Dans ta guérison, c'est la prochaine étape. De revêtir le jersey de toi? Oh, et ça pourrait montrer que t'es clairement guéri, que ton optimisme est revenu. Je pense que je vais le garder quand je vais aller à Miami. Là, je commence à... Tu vois, là, j'évolue, là, puis je me dis que je vais le mettre quand je vais aller à Miami. C'est quand, ça? Contre les Raiders au mois de novembre. OK, ça s'en vient. Mais c'est bon, écoute, t'as bien résumé ça, t'avais des bons arguments. Moi, tout ce que j'ajouterais, c'est que les DB, les demi-défensifs des Eagles sont maganés. Ils sont tous blessés. Il y a des bobos pas mal. Là, ça va être dur de tenir ces receveurs-là en laisse. Ouais. L'affaire qui peut sauver les Eagles, c'est leur ligne défensive. Tu sais, si tu te mets à attaquer rapidement Tua, à mettre de la pression, ça peut changer la donne. Mais je suis comme toi, j'avais les Dolphins, je change pas d'idée. J'y vais avec eux. J'ai l'impression qu'il va avoir beaucoup Lane de points. Johnson aussi, hein? Ouais, Lane Johnson, je pense qu'il va jouer, mais effectivement, là, tu sais, si tu peux t'estiner là, sur qui est le meilleur bloqueur à droite de la NFL, mais il est certainement dans la discussion. Fait que c'est un gros morceau, c'est à surveiller. J'y vais avec les Dolphins à cause surtout des blessures dans la tertiaire des Eagles. On finit avec tes mauves, mon homme. Ouais. Qui accueille les 49ers. Ouais. Ben ouais. Je sais pas. Moi... Est-ce que les 49ers tiennent à 2-3 joueurs, puis quand s'ils se blessent, c'est fini? Je n'irai pas jusque-là. Ils ont peut-être moins de profondeur que les Eagles, par exemple, en avaient l'an passé, mais ça reste quand même un bon club de football, là, tu sais. Il y a quand même des chances au moment où on se parle, ça peut changer d'ici la fin de la semaine, mais que et Deebo Samuel et Christian McCaffrey et Trent Williams jouent malgré les blessures.
c'est moins grave que ce que ça laissait croire là, au début. Ça reste une excellente défense. Puis les Vikings, moi, ce que j'ai vu de l'attaque contre les Bears, c'est assez vanille, merci. Il ne se passe pas grand-chose. Ça a été très peu convaincant. Ils ont gagné 220 verges, les Vikings, contre les Bears. C'est non seulement leur plus bas total cette saison, mais il faut que tu partes du fait que les Bears, ils allouaient le 8e plus haut total de verges dans la ligue. Fait que sans Justin Jefferson, c'est difficile pour l'attaque aérienne. On le sait que l'attaque au sol, c'est difficile aussi depuis le début de l'année. Ils perceront pas là, la forteresse des Niners. Je parie contre mon équipe. Bon, ben, je vais y aller aussi, moi aussi, pour les Niners, pour terminer au Monday Night. Merci, Steph. On se laisse là-dessus pour les prédictions. Mais après la pause, par contre, c'est vos questions, les questions du public. Il y en a encore beaucoup cette semaine, bougez pas. Questions du public. On est de retour à la zone payante et c'est le moment pour les questions du public. Il y en a pas mal. On commence en force avec celle de Jonathan. Comment expliquer qu'une équipe avec un roster aussi complet que celui des Chargers soit incapable de gagner des gros matchs? Est-ce entièrement la faute de Brandon Staley? Pas entièrement, mais beaucoup. Ou est-ce que c'est parce que Herbert est surévalué? Ou est-ce que parce qu'il s'agit tout simplement des Chargers qui sont damnés? Ouais, moi je dis souvent, il y a une expression à un moment donné, quand il arrive la fin d'une game, puis que j'y regarde aller en train de s'autodétruire, je dis les Chargers vont se chargeriser. C'est toujours ça qui arrive. C'est la faute de bien du monde. Là. C'est Brandon Staley qui a eu plusieurs mauvaises décisions sur des situations de 4e essai, de la gestion de cadran, des trucs comme ça. On m'a dit cette semaine, les mauvais coachs se relançaient là, avec McCarthy. Là, c'était pas un bien beau Monday Night des décisions. Non, ça aurait pu être pas mal meilleur que ça. C'était serré comme match. Un match serré n'est pas toujours excellent. Là, c'était pas nécessairement du football de haute qualité. Il y a aussi le fait que les Chargers, dans les dernières années, beaucoup de blessures. Cette année, c'est une défense là, qu'on a payé beaucoup, beaucoup de gros joueurs là-dedans. Puis pourtant, ils donnent le plus haut total de verges par la passe. C'est quand même difficile à comprendre. Surtout que tu as amené Brandon Staley parce que c'était un coordonnateur défensif très respecté. Là. C'est ça qui est drôle un peu dans leur situation. Puis, il mentionnait, Jonathan, Justin Herbert, est-ce qu'il est surévalué? C'est un grand mot, surévalué. Il en fait beaucoup, Justin Herbert, là, quand même. Mais il y a une stat, moi, parce que je me suis souvent dit, il me semble qu'il arrive en fin de match. On se dit, tu sais, c'est un grand corps arrière, il est spectaculaire, tout ça, oui, mais il me semble que c'est pas nécessairement le clutch factor. Tu sais, je sais pas si tu vois ce que je veux dire quand je parle de clutch factor, mais je regardais... Est-ce qu'il l'a pas prouvé en fin de semaine? Là? Non, ça a été tough, justement. Là, une couple de passes ratées, je vois des passes par-dessus Keenan Allen, entre autres, là, qu'il aurait voulu revoir. Mais il a été impliqué dans sa carrière dans 38 matchs, Justin Herbert, qui ont été décidés par une possession. Tu sais, sa fiche dans ces matchs-là, c'est de 18-20. C'est pas désastreux, mais c'est pas ça à quoi on s'attend d'un choix de première ronde élevé aussi spectaculaire. Tu sais, fait que tout ça mis ensemble explique un peu la déconfiture des Chargers dans les dernières années. OK, question. J'ai perdu le nom de la personne, par exemple. Pensez-vous que les Lions, c'est du sérieux? Leur défensive me surprend énormément. J'ai Zach Moss sur un autre thème. J'ai Zach Moss et Jonathan Taylor dans un fantasy. Lequel je dois faire jouer dans un PPR? Ouais, le nom, c'est Dick Maloney qui nous pose une question. C'est Dick, OK. Ouais. En direct de Bécamo, Dick. Salut, mon cher. Yes. Fait que, oui, les Lions, ben oui, c'est du sérieux, là, moi, je pense. Puis, gagne ou perd en fin de semaine, là, cela dit. C'est pas parce qu'ils... Mettons qu'ils perdent contre les Ravens... Je me dirais pas tout à coup, les Lions, c'est les bons vieux Lions de l'ancien temps, puis blablabla. Là. Ce qui me fait dire ça, c'est que, écoute, leur défense, moi j'adore l'amélioration, sont passés de 28e à 9e cette année, là, d'une année à l'autre, en termes de points accordés. Ça démontre qu'ils sont beaucoup plus équilibrés qu'avant, là, où l'attaque pouvait faire 35 points, mais la défense en donnait 34. Là, il y a quelque chose de plus solide qui se passe. Puis, tu regardes leur fin de saison, le calendrier. Là, on regarde souvent ça pour se dire, est-ce qu'une équipe peut continuer sur sa lancée? Ben, ça peut changer, mais
si on le prend aujourd'hui, le calendrier, il y a seulement 2 équipes d'ici la fin de la saison qui ont des fiches en haut de 500. Les Ravens dimanche et les Cowboys plus tard dans l'année. Fait que moi, je pense que oui, les Lions, il faut y croire. Puis entre Zach Moss et Jonathan Taylor, je pense que de plus en plus, on va voir Taylor avoir des touches. Là, il va avoir de plus en plus le ballon. Puis on l'a vu la semaine passée, ça n'a pas été nécessairement ben gagnant au sol. Mais il a pris une courte passe, il l'a envoyé, il l'a ramené sur 40 verges. On voit là, qu'il est quand même explosif. Ça s'en revient tranquillement. Il a chassé la rouille. Moi, j'irai avec Taylor. Salut la gang. Mon score de la semaine fut misérable. 7-7. I feel you. Un de mes amis, 11-3. Le thème aussi. Je prie avec le même ami. Ça doit être la semaine passée, hein, parce qu'il y avait 14 matchs la semaine d'avant. Là. Peut-être on avait gardé des questions en banque. Ouais. Ah oui, ok. C'est bien correct. Je sais pas non plus c'est qui, lui. Peut-être tu vas avoir son nom. M'explique, son ami, qui est un génie, comme t'es mon ami génie, m'explique qu'il faut se méfier des équipes médiocres qui jouent un match intra-division. La rivalité étant forte, la combativité peut faire gagner ces équipes médiocres. Est-ce que toi aussi, tu donnes comme conseil aux gens qui choisissent des head-to-head là, de faire attention aux matchs intra-division? Clairement. Moi, est-ce qu'il y a des stats aussi là-dessus? Là? J'ai pas nécessairement de stats, mais moi, personnellement, quand je fais mes prédictions, je regarde toujours ça. Quand c'est un match intra-division, c'est super important, parce que c'est sûr que les gars sont crinqués, là. Écoute, tu peux te retrouver avec une équipe qui a, en fin d'année, 4 victoires, 11 défaites, puis ils pognent une équipe gagnante. C'est dans leur division, ils les haïssent, ils veulent juste les écœurer, gâcher leur partie un peu. C'est très fréquent qu'on voit ça. Tu sais, les Steelers et les Ravens, c'est l'exemple. Mais ça, c'est la division où ça arrive le plus souvent, là. Tu sais, combien de fois les Browns ont gâché un party avec... Non, ben c'est ça. Il y a des équipes historiquement mauvaises dans leur division. Il y a des équipes historiquement fortes dans leur division. On parlait des Chiefs un peu plus tôt. Mais sinon, là, quand c'est des forces de milieu de peloton, moi, il faut que je surveille ça absolument. Parce qu'il y a des équipes qui ont le numéro d'autres. C'est fréquent. Regarde, là, les Bills perdent plus contre les Pats. Les Pats, par contre, battent toujours les Jets. Il y a des choses comme ça. Tu te souviens même quand les Pats étaient à leur apogée, combien de fois les Dolphins les ont shakés? Ouais. Des matchs qu'on ne s'attendait pas pantoute. Il faut absolument tenir ça en compte. Olivier qui pose la question. Il dit « Première fois cette année que je vous pose une question. Bienvenue Olivier. Ça nous fait plaisir d'avoir des gars qui nous posent des questions pour la première fois. N'hésitez pas à nous reposer. Bravo encore pour votre excellent podcast que j'écoute toutes les semaines depuis 3 ans. J'en manque pas un. Wow. Excellent, Olivier, merci. Concernant les matchs à l'extérieur des États-Unis, est-ce qu'il y a des discussions pour un match au Canada? Yes, sir. Oui, il y a des discussions. C'est peut-être pas la priorité absolue parce que je pense que la NFL veut vraiment s'étendre en Europe. T'sais, on parle déjà de matchs en Espagne là, dans les prochaines années. Mais au Canada, moi, juste pour donner un exemple concret, j'étais au Super Bowl il y a 2 ans. Pas le dernier, mais l'autre d'avant. Il y avait une conférence de presse de NFL internationale, là, tous les matchs internationaux, justement, puis j'avais assisté à ça. Puis avant même que je sollicite une question, le gars en question avait fait allusion au Canada, puis il avait cité Montréal en premier lieu. Avant même de parler de Toronto puis de Vancouver, il avait parlé de Montréal. Puis on sait, il y a eu des discussions là, entre la régie des installations olympiques et la Ligue. Sont allés visiter le stade. C'est la grande question là-dedans, parce que le stade, je sais pas là, s'il est prêt pour un match de saison régulière de la NFL. La surface de jeu est prête, ça c'est sûr, mais est-ce qu'il faut apporter beaucoup d'améliorations? Ça reste à voir. Mais chose certaine, oui, les matchs en sol canadien font partie de la discussion. Je sais pas si ça va arriver bientôt ou pas, mais c'est dans les cartons. En tout cas, moi, je peux ajouter, pour avoir rencontré les gens du stade dans une autre occasion dernièrement, et le sujet est venu sur la discussion. Puis, à mon grand étonnement, ils m'ont dit que c'était très actif et qu'ils espéraient pouvoir annoncer quelque chose là, d'ici 6 à 8 mois. Là. Ah, ça serait très cool, honnêtement. Imaginez l'effervescence à Montréal d'un match de la NFL. Non, je voudrais vivre ça. OK, une question de Jean-François. Bonjour à vous deux. Voici ce qui est arrivé lors de la dernière semaine de la NFL à 5 des équipes favorites pour accéder aux éliminatoires. Les Bengals ont besoin de la générosité de Geno Smith pour battre les Seahawks. Les Chiefs ont battu les Broncos avec une performance offensive correcte mais sans plus.
Les Jets ont contre toute attente battu les Eagles, les Browns ont battu les 49ers et les Bills ont eu chaud contre les Giants. Nos questions, parce que c'est les questions de Jeff et Fabrice. La première, à quel genre de parcours les principales puissances de la Ligue peuvent-elles s'attendre d'ici la fin de la saison? Et quelles sont les puissances qui sont en date d'aujourd'hui les mieux outillées pour aspirer aux grands honneurs? Ben, quel genre de parcours? Ça, c'est jamais facile, là, parce que c'est pas parce que tu es une puissance dans la ligue que tu vas avoir un parcours hop la vie. Tu sais, tu mentionnais, Jean-Nic, tantôt les Eagles. Là. C'est fou comme calendrier, là. Écoute, t'es nommé, là, les matchs tantôt, là, mais t'es as-tu nommé, oui? Oui, je les ai nommés. Ouais, c'est ça. La seule. Écoute, le seul là-dedans, dans les 8 prochains, je dirais que Commanders, sans dire que c'est une mauvaise équipe, écoute, c'est quand même... Les Commanders, ils ont le numéro des Eagles, puis... Oui, ils ont battu l'an passé. Mais tu sais, sinon, le reste, là, c'est des matchs très, très, très difficiles. Fait que les puissances, c'est jamais un walk in the park dans la NFL. Il y en a, là, je le sais, là, que des fois, on se dit ça, puis que finalement, c'est pas un match sérieux du tout. Mais de manière générale, tu peux pas même prendre d'adversaires à légère. Pour moi, les équipes les mieux outillées pour la deuxième partie de la question, je sais qu'ils gagnent pas toujours de façon convaincante, mais je vais conserver en tête de liste les Chiefs, parce que c'est les Chiefs, parce que Andy Reid, parce que Patrick Mahomes, parce que quand ça compte, ils ont l'expérience d'une équipe qui gagne les grands matchs. Ouais, mais surtout, en plus, si tu nous dis qu'ils ont une bonne défensive, là, c'est pas juste. Ça devient difficile à battre. Les Niners, tu sais, écoute, il y a une semaine, on disait que c'était la meilleure équipe de la NFL. J'espère qu'à cause d'une défaite à Cleveland contre une excellente défensive, qu'on se laissera pas influencer puis dire « Ah, pas sûr! » Ça va me prendre plus que ça pour plus croire à cette équipe-là. Et puis, je vais dire, sinon, j'ai le goût de dire les Dolphins, Jean-Nic. Peut-être que c'est pas la défense de championnat, peut-être pas. Mais là, ça s'améliore. Mais tu sais, je veux dire, on vient de jouer contre les Panthers. T'sais. Ça s'améliore quand même, puis l'attaque est franchement. Là, Jalen Ramsey, ça a l'air qu'il va s'entraîner d'ici 10 jours. En plus, il vise un départ. Écoute, au début de l'année, on disait qu'il serait absent minimum jusqu'en décembre, puis là, ça a l'air qu'il voudrait revenir. Peut-être un match en novembre. Ouais. Écoute, c'est encourageant de ce côté-là. On va aller du côté de Jérôme, un fidèle auditeur qui nous dit depuis le début de la saison qui est le meilleur joueur offensif et qui est le meilleur joueur défensif. Bon, c'est intéressant parce qu'offensif, le réflexe, c'est d'y aller vers un corps arrière. Hein, c'est la tradition. Mais moi, je te dirais Tyreek. Oui, Tyreek Hill, pas le choix. Pas le choix. Puis même, meilleur joueur offensif, plus que ça, je me demande si c'est pas le MVP dans la ligue. Là. Carrément. Il est tellement, tellement dangereux. Il n'y a pas un joueur aussi productif. Puis tu sais, ce qui est fascinant de Tyreek Hill, c'est qu'écoute, quel joueur dans la NFL en ce moment change le cours d'un match en un jeu? Il n'y en a pas ben. Que ce soit une bombe, que ce soit une petite passe de 6 verges dans le flanc qui court le long des lignes de côté puis qui s'en va faire un toucher de 66 verges. Il n'y en a pas ben des comme lui. C'est sa moyenne, c'est impressionnant. 19,4 verges par réception. Je regardais, il y a 6 touchés cette année en 42 réceptions. Tu sais, c'est une machine à scorer, comme dirait Bob Bissonnette. Pour moi, c'est clairement lui. En défense, ben là, c'est moins clair. Il y a quelques candidats. J'aurais tendance à dire Myles Garrett avec ce que les Browns font en ce moment. Mais je ne m'estimerais pas si quelqu'un me disait TJ Watt pour tous les gros jeux qu'il a fait pour les Steelers. Je pense que les Steelers ne seraient même pas à 500 si ce n'était pas de TJ Watt. Puis Micah Parsons avec les Cowboys. Il n'y a pas le nombre de sacs peut-être qu'on s'attendait, mais regarde là, dans le match contre les Chargers, en fin de match, il était tout le temps d'en face de Justin Herbert. C'est encore un gars qu'il faut considérer. Sébastien nous pose la question. Pourquoi les Bills s'entêtent à sous-utiliser James Cook à ce point? 12 courses par match, 3 targets par partie. Il semble que Josh Allen serait tellement plus dangereux avec un jeu au sol soutenu ou plusieurs screen pass à Cook. C'est parce qu'il est pas bon, James Cook? Parce que moi aussi, je me pose la même question, là. Moi, je le comprends pas. C'est une excellente question. Puis il est peut-être pas bon. Peut-être que... Peut-être qu'ils voient des choses, les Bills, en pratique, que nous, on voit pas. Mais moi, ce que je peux te dire, c'est que il y a 2 matchs cette année que James Cook a eu 15 courses ou plus, OK? 2 matchs. Ces 2 matchs-là, les Bills ont gagné 38-10
puis 37-3. Il doit avoir été un facteur à quelque part. T'enlèves une pression énorme des épaules à Josh Allen. Il n'est pas obligé de jouer son hero ball. T'enlèves une pression sur Diggs. Tu gardes la défensive un peu plus réservée, là, parce qu'ils ne peuvent pas tout le temps jouer en 6 joueurs dans tertiaire, en dime coverage. James Cook devrait être plus utilisé, c'est mon avis. Je le vois pas à l'entraînement. Est-ce qu'il y a des choses que les Bills voient qu'ils n'aiment pas de lui? Est-ce que c'est la protection de passe? Il y a toutes sortes d'affaires à évaluer là-dedans, mais je ne comprends pas que ce gars-là n'a pas plus le ballon. Question de Frédéric. Est-ce que la NFL surprotège les corps arrière avec la pénalité de roughing de passer? Est-ce qu'on devrait pas, des fois, comme aller à la reprise vite puis enlever le flag s'il y en a pas, là? Ça, c'est la question à 1000$, parce que c'est sûr qu'à toutes les semaines, il y a un call de roughing de passer qu'on se dit « Qu'est-ce que c'est ça? Ça n'a pas de bon sens. » Si tu te mets à toutes les renvoyer à reprise vidéo, les matchs vont durer 5 heures, les gens ne seront pas plus contents. Ça va être le festival de la reprise. Moi, je finis toujours par me dire, Jean-Nic là-dedans, puis Frédéric aussi pour la question, est-ce qu'on veut une NFL où le spectacle est assuré par la moitié des QB qui sont à terre parce que on les protège pas assez, ou on veut une NFL où il y a peut-être trop de flags, des moments qui sont des fois trop importants, mais qu'on laisse les QB en santé. Je pense que c'est le choix que la Ligue a fait de surprotéger peut-être ses corps arrière. Donc oui, on les surprotège, mais je pense que ça ne peut pas faire autrement. Ils sont trop importants pour la qualité du spectacle. Malheureusement, des fois, mais c'est la vie. Olivier qui pose la question, à quoi vous attendez-vous de l'attaque des Steelers suite au bye? Au fait que Pickett ait changé le jeu du TD de Pickens, ça je comprends pas trop ce qu'il veut dire, et Matt Canada qui a l'air frustré. Et à ce moment-ci, donnez-vous le backfield à Warren ou continuez de croire en Najee? Je pense que Pittsburgh, si je me trompe pas, avec Minnesota, est la seule équipe qui n'a pas de toucher au sol cette année. Minnesota n'a pas, ça je suis sûr. Ouais. Je pense que la deuxième équipe, c'est les Steelers. C'est quand même surprenant, là. C'est quand tu dis que c'est une équipe qui courait avec le ballon, là. Ce qui parlait le jeu du touchdown de Pickens, c'est que Kenny Pickett avait fait un audible à la ligne de mêlée, puis Matt Canada avait l'air dans un drôle d'état. Là. Donc il y en a qui disaient il est frustré, c'était pas son call, je sais pas, là, on peut pas être dans ses bottines. Mais je pense que cette attaque-là, ça va être difficile tant que Canada va être là. T'sais, ça fait quand même un bail qui est là. C'est pas un échantillon de 6 matchs cette année. Il était là l'an passé. Ça fait un bout que ça traîne de la patte. Pourtant, il y en a des armes dans cette attaque-là. Donc, je pense qu'il faut apporter des changements du côté des Steelers, mais il semble pas que ce soit le cas. Ce qui est encourageant pour eux, Broderick Jones, qui est un bloqueur qui a été choisi en première ronde au dernier repêchage, il a joué son premier match avant le bye, puis il a été vraiment excellent. Puis c'est un problème qui est récurrent à la ligne à l'attaque avec les Steelers. Fait que ça peut vraiment changer la donne. Ça va être à surveiller. Pour ce qui est des porteurs de ballon, moi, je continuerais de donner la balle à Najee Harris. Écoute, Warren a montré des beaux flashs, mais il n'y a pas nécessairement de meilleure moyenne de verge par portée qu'à Najee Harris. Puis Najee Harris, je pense que c'est le genre de porteur de ballon qui gagne plus il y a du rythme, là, plus tu lui donnes le ballon. Puis ça a été peut-être ça, là, le défaut de l'attaque des Steelers aussi. On donne très peu le ballon aux porteurs. C'est le moment, Robin? Oh! C'est pas rien, hein? T'as pas mis le petit sifflet. Elle va être là. Le petit jingle. Ça va être là. Okay, la voici. Je me sens mieux. Robin, cette semaine, écoute, sa question, là, moi, je vais peut-être en mettre une autre couche, là, mais voici ce qu'il dit. En début de saison, dans une de ses toujours excellentes chroniques, peut-être parce qu'il lit pas, Stéphane... là, j'en ai. Punition. Rudesse excessive. Stéphane parlait de nouveaux règlements et il mentionnait celui-ci. Parmi ceux-ci, notons que chaque tentative échouée de conversion de 4e essai sera automatiquement revue par les officiels. En cas de conversion jugée réussie, les entraîneurs devront continuer de challenger la décision. Autrement dit, si la distance du 4e essai est pas réussie sur le terrain, puis ils vont revoir, puis ils considèrent qu'ils l'ont réussi,
Là, l'autre entraîneur peut challenger, c'est ça? Ouais, c'est un peu ça. Bon. Je n'ai pas compris celle-là. Pourquoi je choisissais de continuer de challenger la décision si elle est réussie? Ben, autrement dit, il y a toujours l'entraîneur de l'autre équipe aura toujours le choix de challenger. Et pourquoi la challenger quand même après qu'elle fut révisée? Perdent-ils aussi leur time-out? Et a-t-on vu ça souvent cette année? Fait que mettons que je résume encore juste pour être clair. Si, mettons, les Bills essaient de gagner un 4e essai et sur le jeu, ils disent qu'ils n'ont pas réussi, mais ils vont revoir sans une demande de challenge d'un entraîneur et ils considèrent qu'ils l'ont, là, l'entraîneur de l'équipe adverse des Bills pourrait re-challenger la décision. C'est un peu un cas bizarre parce que c'est sûr qu'après révision, t'as pas bien intérêt à retourner. Évidemment. De toute façon... Mais il pourrait challenger un autre aspect du jeu, peut-être. Ouais, c'est ça, exact. Il pourrait challenger un autre aspect du jeu. Mais je pense que ça sert surtout, ce règlement-là, si la conversion est réussie. Mettons que tu reprends ton exemple, les Bills sont en 4-2, ils convertissent de justesse, les arbitres donnent la conversion sur le coup. L'entraîneur adverse va devoir challenger la décision s'il n'est pas d'accord. Mettons qu'il dit non, je pense pas qu'il a franchi les 2 verges. Là, ça peut être un cas logique. Mais c'est sûr que si c'est le cas où tu nommais que ils revoient la conversion ratée, finalement ils disent OK, c'est réussi, ben là, l'autre va pas re-challenger par-dessus. Là, ça fait pas beaucoup de sens, le final. OK, mais moi, le petit ajout que je voudrais faire à la question de Robin, c'est pourquoi des fois, les arbitres, ils disent after review, puis personne n'a demandé un review. C'est arrivé en fin de semaine. C'est-tu les Cowboys, justement? Je pense que c'est le match contre les Cowboys. Il y a eu un ballon de capté au centre. C'était-tu le punt ou non? C'était pas un punt, c'était une passe. Okay. Je pense que c'était une passe au tight end. Le ballon a touché par terre, mais ils ont donné une passe complétée. Là, ça chialait un peu sur le banc des Chargers. Puis là, l'arbitre est venu, il dit « After review, the ball touched the ground, incomplete ». Mais personne n'a challengé le call, là. Ils sont allés eux-mêmes au review? Est-ce qu'il dit vraiment after review ou ils ont discuté? Ce qu'on voit, non, je sais, after discussion, c'est ça que je l'entends. Mais ils ont vraiment dit after quick review, quelque chose comme ça. En tout cas, il me semble que c'est pas la première fois que les arbitres vont eux-mêmes voir, ou en tout cas, quelqu'un leur parle pour accélérer le jeu, tu sais. Ils diront pas on va faire un challenge, ils vont le regarder. Ouais. Fait que... Il y a comme une salle d'officiels, là, tu sais, souvent ils disent à New York, qui revoient certains jeux très rapidement. Peut-être que des fois, ils n'ont juste pas le temps de le voir. On perd pas de temps. Tu sais, parce que s'il y avait challengé, là, le ballon, c'était clair, il avait touché par terre. Là. Ouais, ça finit là, s'il y avait challengé, puis... on s'en va en pause, il s'en retourne dans le petit machin pour checker. On aurait perdu du temps. Là. Ouais, puis là, tu vois beaucoup trop d'annonces de Burger King dans ce temps-là, puis ça finit plus. Ça donne faim. Mais non, effectivement, là, c'est ça. Il y a des cas comme ça, là, que c'est pas nécessairement le meilleur règlement. Merci Steph, merci à vous d'avoir participé à cette section de l'émission, la question des questions du public. Vous savez que vous pouvez nous faire parvenir vos questions en tout temps. Idéalement, vous pouvez nous interpeller sur les réseaux sociaux, sur Facebook ou sur Twitter. Vous pouvez aussi vous joindre à notre groupe, nos précieux conseils de fantasy football, oui, sur Facebook, donc nos précieux conseils de fantasy football. Ajoutez-vous comme membre, parlez de vos fantasy, vous pouvez un peu blow up some steam quand vous êtes fru. Moi, d'ailleurs, j'étais fru cette semaine parce qu'imagine-toi donc que jusqu'au pic de Herbert, c'est moi qui gagnais. L'autre contre qui jouait avec la défense de Dallas. À cause du pic en fin de match, j'ai perdu mon match. Il en arrive des choses désolantes. Il faut pas faire trop de poules. Ça nous rend toujours malheureux. Mais ça, j'étais fru. Donc, vous pouvez vous joindre à nous sur notre site, sur notre groupe Facebook. Vous pouvez aussi nous écrire directement à Stéphane qui prend les courriels de façon diligente à l'adresse suivante. La zone payante à commercial québécoismedia.com. On essaie d'y prendre le plus possible, que ce soit sur notre page, dans nos courriels. On a eu, c'est pas pour péter de la broue, là, mais on a eu vraiment beaucoup dernièrement. On est vraiment désolé s'il y en a qui ont passé à travers les mailles du filet. Mais on essaye vraiment de répondre au plus possible. Merci à vous, merci Steph, on reste là parce qu'après la pause, on s'en va au bar.
On est de retour à la zone payante. On est dans la chronique au bar. Votre chronique favorite? Monsieur. Peut-être. Mm-hmm. Il y en a souvent, certains que c'est leur chronique favorite parce que c'est le moment où on se détend un peu. Là. On est Il y en a cool. beaucoup, je pense, qui regardent ça avec bonheur puis qui se disent ça me fait penser à mon petit drink du vendredi soir. Ou il y en a qui aiment tout simplement rire des contre-performances. Mais on l'entend souvent, là, des gens que hey, faut ramener au bar cette année. Puis... Bon, ben moi, cette semaine au bar, là, je vais envoyer des partisans. Oh. Ça fait une couple de semaines là où tu sais il y a des histoires là, sous le radar là, un peu de violence dans les stades, puis même sur le terrain là, je sais pas ce qu'il y a cette année là, mais je trouve qu'il y a une énergie un peu négative autour des matchs de foot là, tu sais. T'as vu là les Cowboys et les Chargers qui se sont battus un peu avant le Browns Niners aussi. Browns Niners, même la game des Dolphins, en tout cas, tu sais, je trouve que je sais pas, il y a un drôle de spirit pendant les matchs là en ce moment, puis sur le terrain, mais aussi dans les estrades, puis en dehors des estrades. On a vu des bagarres dans les estrades depuis le début de l'année. Là. On a parlé amplement du gars qui a été tué à Foxborough. Ouais. Les autres batailles aussi à Las Vegas, puis une aussi avec les Chargers. Là, en fin de semaine, il y a eu d'autres images malheureuses qui ont fait le tour de la planète NFL. C'est à Chicago, alors qu'un gars sucker punch un autre. Tous des gars avec des chandails des Bears en plus. C'est pas chic. Des gars qui tombent KO à terre. Ça scrape l'expérience pas mal, là, tu sais. C'est pas... Ouais. Tu sais, puis je t'ai sorti quelques chiffres parce qu'ils ont fait une enquête dans les dernières semaines dans la NFL pour voir, tu sais, si c'était juste une perception ou de quelle façon, tu sais, les partisans voyaient leur expérience, tu sais, quand ils s'en vont au stade. Puis, écoute, je suis toujours prudent quand même, là. C'est des sondages, puis les questions, tu sais, des fois, c'est tel que tel, là, tu sais, mais il y a quand même 39% des gens qui sont allés voir un match de la NFL qui disent avoir été témoins d'un acte violent. Arc. C'est beaucoup, 39. C'est beaucoup, 39, là. Tu sais, est-ce que un acte violent, est-ce que c'est quelqu'un qui crie à un autre spectateur, ton équipe est pourrie, tu sais? Ouais, là, non, j'espère que non, là, parce que si c'est juste ça... Non, mais c'est juste ça, tu sais, est-ce que ça, c'est acceptable, là, tu sais? Est-ce que c'est acceptable si t'arrives avec un chandail d'une autre équipe de te faire crier après? Encore en 2023. Non, ça dépend si c'est de bonne guerre ou si c'est vraiment un gars qui est fou furieux puis qui te menace. Ouais, non, je sais, mais tu sais... Bon, enfin, reste que la perception, c'est 39% des gens qui considèrent qu'ils ont été témoins d'un acte violent, puis 7% qui ont été involved, tu sais, qui ont été impliqués là, dans l'acte violent. Là. Fait que, je sais pas, là, tu sais, ça commence à faire des chiffres significatifs. Ouais. Mm-hmm. Puis, tu sais, après ça, on se dit, tu sais, on va aller le voir dans l'entourage d'un stade, là, tu sais, on fait des tailgates, on marche, on se rend à notre voiture, des fois il fait noir. Tu sais, le taux de criminalité, le stade qui est dans l'endroit où il y a le plus haut taux de criminalité dans la NFL, c'est Denver. Un taux de criminalité de 70 cas sur 1000. Suivi de près par... Je suis surpris, juste pour te dire, je veux te laisser aller après, mais Denver, moi, je suis allé là souvent. J'ai été témoin d'absolument rien. Mais, écoute, ça veut pas dire, là, mais... Non, mais c'est le quartier, là, tu sais, je suis surpris d'entendre ça, là. Mais, tu sais, dans les estrades, c'est... Enfin, tu sais... Fait il y a Seattle, Détroit, Minnesota, Casey qui suivent, là. Ça, c'est les endroits où le stade... Dans le quartier où est situé le stade, là, que le taux de criminalité est le plus élevé. OK. Ensuite, dans le stade, là, l'endroit où les gens sont plus souvent victimes d'un crime, là, tu sais, là, ou d'un acte de violence, c'est à Philadelphie. C'est un peu pas surprenant, parce que, tu sais, les partisans des Eagles ont toujours une mauvaise réputation. Puis, c'est suivi de près par Dallas et la Nouvelle-Angleterre. Fait que ça aussi, c'est des stades avec des partisans un petit peu, des fois, peut-être... Faut dire qu'à Dallas, c'est un grand stade, là. Peut-être que ça augmente aussi le nombre de possibilités. Puis en terminant, une autre statistique dont je veux te parler, puis je veux te dire, qui peut être vue comme très malheureuse pour une ligue qui va un jour devoir se renouveler, c'est que 77% des gens sondés n'enverraient pas leur enfant seul dans un match. Là.
C'est des chiffres qui fessent quand même. Fait que tu sais, c'est plate, là. Je trouve que... tu sais, là, je comprends qu'on a notre cellulaire, puis c'est facile de filmer de plus en plus, là, puis qu'on... Mais je trouve ça plate. Non, c'est plate. C'est plate Une pas autre mal. statistique, en plus, là, ben, une autre statistique, c'est moins une statistique, mais c'est plus des histoires qui ont été rapportées. Il y a beaucoup de filles qui commencent à... Tu sais, des histoires de filles qui se battent, là, aussi, là, tu sais, là, on a vu, là, tu sais, là, la fille qui était à Las Vegas. Fait que, bref, tout ça pour dire que je vais faire un gros cocktail pour tous, là. On va aller comme se calmer tous ensemble au bar. On va prendre un fist fight cocktail. Je pensais que tu allais donner un peace and love ou je sais pas quoi. Non, c'est un fist fight. Un fist Ouais, fight. je sais peut-être que- Tu ouais, restes c'est dans bon. la thématique. Je reste dans la thématique, là, tu sais, qui reste au bar, qui prennent ça, là, puis qu'après ça, ça soit réglé, là, tu sais, qu'on aille voir des matchs, puis qu'on se calme, là, tu sais. Moi, tu vois, puis je suis peut-être biaisé, mais je vais aller voir un match, justement, avec mes enfants, là, tu sais, puis j'aimerais pas ça, là, qu'ils soient témoins, là, de 5-6 gros gars avec des chandails jaunes de sécurité qui viennent séparer deux pères de famille, puis ou trois mères qui se battent. Tu sais, Ouais, c'est ordinaire pas mal. c'est ordinaire. Tu sais, dans le temps qu'on allait voir le football universitaire au Rouge et Or au début, là, tu sais, c'était un petit peu de ce genre-là, là, tu sais, là, un peu très... tu sais, mais après ça, ils ont appris, puis ils ont rendu leur univers beaucoup plus familial. J'espère que les équipes de la NFL vont faire des efforts en ce sens. Fait que le Fist Fight Cocktail, mon cher, 1 once de schnapps aux pêches, 1 once de jus de cranberry. C'est quoi non cranberry? C'est canneberge? Canneberge, mon cher. 1 once de jus d'ananas. 1 once d'Absolute Vodka. Un Absolute Vodka Current. K-U-R-A-N-T. C'est quoi Current? Je sais pas, hein? Là, Et je peux pas un t'aider. autre once. Je me sens comme Chantal Maccabé fait avec Martin Saint-Louis. Là, elle l'aide à parler en français des fois. Là. Merci. 1 once de vodka au raspberry. Ça, c'est des framboises. Ça. Merci, boss. Bon. Qui t'en va au bar, mon cher? Ah, ben là, moi, ça va être pas mal moins tragique que toi, là, quand même. Ça m'a fessé pas mal tes chiffres. Je savais qu'il y avait quand même On en entend parler de plus en plus, on voit des images circuler, mais je me disais, c'est juste l'effet Internet, réseaux Mais sociaux? j'ai pas de comparaison avec les années précédentes. C'est juste comme ils ont décidé de sonder, puis les chiffres sont quand même parlants. Je voulais en parler. Là. Ah oui, t'as bien fait. Il fallait l'amener. Il faut se calmer, comme tu dis. C'est ça le message à passer. Ça reste juste du football après tout. Hein? Moi, j'envoie Tyrod Taylor au bar. T'as-tu regardé le match contre les Bills, la fin de la première demi? Oh. Spectaculairement mauvais comme gestion. Puis ça pourrait être Brian Daboll, mais à voir comment il était crinqué, comment il a engueulé Tyrod Taylor avant de rentrer au vestiaire. Je comprends que Tyrod Taylor a fait de quoi de pas correct, puis il l'a admis d'ailleurs, le corps arrière des Giants. Ah oui, il a dit que c'est lui qui avait changé le jeu sur la ligne? Il a dit qu'il avait carrément changé le jeu. On se rapporte dans le match, les Giants sont en avance 6-0, il reste quelques secondes à la première demi. C'est soit que tu t'assures t'as plus de time-out, évidemment. C'est soit que tu t'assures d'avoir le 3 points en bottant, un petit botté facile, ou tu essaies de scorer un touché. Mais tu sais qu'il reste à peu près plus de secondes. Il en restait 14. À 14, il y avait 3 passes, mettons. 3 passes ou une course. On s'entend? Ben non, parce qu'il restait 14 secondes, puis ils ont essayé une course. Ben, c'est ça, justement. Ils ont essayé une course. C'est quoi l'idée? Moi, je comprends pas. Tu sais jamais comment ton porteur va être pris d'une pile. T'as aucune garantie d'avoir un autre jeu, d'avoir le temps de spiker le ballon. C'était un jeu vraiment tout croche. Tyrod Taylor qui a admis qu'à la ligne de mêlée, il a vu la formation défensive, il s'est dit « Ouais, il faudrait changer le jeu. » C'était une passe qui avait été appelée. Il a changé ça pour une course. Puis écoute, tu regardes les conséquences de ça. Si les Giants avaient scoré le toucher ou qu'ils s'étaient contentés d'un 3 points, peu importe, à la fin du match, il n'y aurait pas eu besoin d'un toucher. Fait qu'il n'y aurait pas eu l'histoire de la controverse de « Ah, est-ce que c'était un call d'interférence qui n'a pas été appelé? »
Il aurait eu juste besoin de botter, puis s'arrêter l'affaire dans le sac, puis tu te casses pas la tête. Fait que ça a eu un impact majeur sur le match. Ça a eu un impact majeur sur la saison des Giants. Fait que Tyrod Taylor au bord, puis j'ai trouvé un drink, encore une fois, très approprié. Ça s'appelle le Sea of Confusion. Une mer de confusion. Quand même, là, j'ai fait des recherches. Tu diras pas que je fais pas de recherche sur mes cocktails. Là. Ouf! Fait que c'est... Écoute, on y va comme suit, tu vas voir, c'est assez confus. Là. C'est un mélange... Moi, ma mère m'a toujours dit de pas mélanger mes brassées de couleurs. Là. Ça, c'est dangereux. Là. Ah oui, donc. 1 once de rhum ambré. 1 demi-once de brandy à la poire. 1 quart d'once de chartreuse. 1 quart d'once d'amaretto. Il y a d'autres choses que de l'alcool? 1 demi-once, ouais, c'est ça, ça fait ça. 1 demi-once de jus de lime. 3 quarts d'once de sirop de fruits de la passion. 6 traits d'angostura. Puis, pourquoi pas une petite feuille de menthe là, pour garnir, oui, quelque chose comme ça. Mais d'autres choses que de l'alcool. Pour faire cute. Là, pour être sûr, tu vas dire au monde, ben là, il y a de la menthe. Là, je serais peut-être pas si chaud que ça. Il y a de la menthe. C'est ça. La mer de confusion pour les Giants et Tyrod Taylor, mon ami. Qui aurait mérité meilleur sort en fin de semaine, puis qui m'aurait aidé dans la recherche de me solidifier au sommet de la division, mais ce sera pour une autre fois. Merci, Steph. De rien, c'est un mêlé, Tyrod Taylor. Là. Faut plus que tu te fies sur lui pour te sauver. Là, je me fie sur lui cette année. Cette semaine, j'ai pris les Giants. Là. Ouais. T'apprends pas de tes erreurs. Merci à vous d'avoir été là. Merci à toi, Steph. C'est un rendez-vous la semaine prochaine pour une autre édition de la Zone Payante. Bye bye.